l'une des plus grandes aptitudes ou capacités en fait de performance de l'entrepreneur, c'est sa capacité à s'adapter à des situations en fait qui sont changeantes. Et la plus grande partie en fait du risque, il faut juste le comprendre et puis dire j'y vais quand même. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joël Bamogo. Joël a plus de 20 ans d'expérience. Dans la finance, il est entrepreneur, il a fondé et il dirige 3 sociétés, il a vécu dans 3 continents et il a énormément de choses à partager. Nous parlerons entre autres prise de risque, nous parlerons international et nous parlerons de beaucoup de choses qui pourraient aider les débutants comme les personnes en cours de carrière à être plus épanouis au travail. Joël, je suis très content de t'avoir. La première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'école centrale. J'ai vu un jeune homme souriant, un jeune homme qui aussi était surprenant parce que tu as dû faire 2 ans, je crois, en classe préparatoire au Maroc et c'était tout. Et tu parlais aussi bien que moi le marocain. Mais la raison pour laquelle je t'invite, c'est pas parce que tu parles le marocain ou parce que tu as fait l'école centrale, mais parce que tu as un superbe parcours. Un parcours très riche, un parcours très différent de beaucoup de gens et tu as beaucoup de leçons à nous apprendre, beaucoup de choses à partager et je suis sûr que nos auditrices, nos auditeurs vont se régaler. Donc je te propose, Joël, déjà merci de ton temps. Je te propose de te présenter rapidement et puis ensuite on enchaînera. Merci Jafar. Déjà, c'est un grand plaisir hein, et un honneur d'être invité à ton podcast. Merci beaucoup. Donc moi, c'est Joël Bamogo. Je suis du Burkina Faso. De formation, je suis ingénieur de formation primaire, formation secondaire financier, par la suite actuaire. J'ai longtemps travaillé dans l'industrie financière, notamment dans la réassurance. Depuis quelques années, je suis à mon compte, je suis entrepreneur. Je développe 3 activités, une dans l'énergie solaire, une dans la micro-assurance et une dans les fintech. Qu'est-ce que fait un actuaire? Ouais. Alors, un actuaire, c'est un professionnel du risque. Donc, c'est quelqu'un qui utilise en fait des sciences mathématiques, de probabilité, de statistiques pour évaluer, quantifier le risque et créer des outils d'aide à la décision dans toute activité en fait qui implique de l'incertitude dans les événements futurs. Donc, on est très actif dans l'industrie des assurances, dans l'industrie financière et plus globalement, enfin, dans plusieurs activités où on a besoin en fait de faire des prévisions. D'accord, Euh, super, merci. et donc, on a une boule de cristal dans laquelle on regarde pour te dire qu'est-ce qui va se passer demain. D'accord. Bah, écoute, je te l'emprunterai tout à l'heure. J'aurai 2, 3 trucs à vérifier pour le futur. Ouais. Euh, on reviendra sur le risque parce que le risque, il y a des choses très séduisantes et notamment quand on veut se développer en tant que personne ou en tant que professionnel, la Ouais. gestion, la prise de risque est quelque chose de particulièrement intéressant. Avant ça, est-ce que tu as quelques jalons clés à me partager le long de ton parcours? Peut-être un des premiers moments clés, c'est les moments de grande décision. C'est les moments en fait qui orientent un peu, enfin, le reste de la carrière. Des moments de décision où éventuellement il fallait changer de géographie, il fallait changer de métier, il fallait prendre plus de responsabilités et ainsi de suite. Donc pour moi, peut-être le premier moment clé, c'est 2005. À l'époque, je travaillais entre Paris et Londres, donc dans tout ce qui était technologie appliquée aux salles de marché. Et je commençais déjà en fait à bien m'installer. Tu vois, je venais d'acheter un appart à Paris. Je commençais à avoir un réseau professionnel intense chez mes clients. Et là, je reçois un appel en fait où on me propose une opportunité de venir explorer un projet de réassurance aux Bermudes. Donc quelque chose qui est complètement en fait à 90 degrés de ce que je faisais à l'époque. Euh, et il fallait décider en fait si je voulais bien euh, attaquer cette nouvelle aventure. Donc déjà, cette époque-là, je pense que pour moi, la leçon clé, c'est vraiment ne pas être attaché à ce qu'on a acquis dans le passé,
être ouvert à explorer de nouvelles opportunités et à prendre le risque, en fait, d'explorer de nouvelles opportunités. Parce que quand moi j'y vais, je pense que mes collaborateurs sont un peu perplexes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi loin. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Moi, j'y vais quand même et je tombe en fait dans une industrie qui est exceptionnelle, où au niveau en fait apprentissage, j'étais suffisamment en fait proche des décideurs pour apprendre au quotidien en fait d'eux, où j'apprends un nouveau métier en fait from scratch, où je suis à la rencontre enfin de professionnels d'autres horizons, hein. Les Bermudes, enfin c'est très global comme environnement. Euh, et donc ça, c'est un moment clé, en fait, qui a orienté le reste de ma carrière parce que je reste quand même aux Bermudes 13 ans après ça, avant de décider, en fait, de rentrer au pays en 2017. D'accord. Et donc, dans ce parcours de 13 ans, bon, je crois que, enfin, il y a eu d'autres points clés. Je pense que le plus saillant pour moi, c'était en 2010. Je venais de finir mon MBA parce que bon, au milieu, en fait, j'ai fait un MBA. Et pendant ce MBA, je commençais déjà en fait à avoir des perspectives entrepreneuriales. Et en sortie d'un MBA en 2010, mes patrons étaient en train de travailler sur la mise en place d'une activité de réassurance vie, qui était une activité complètement nouvelle en fait pour la boîte. Donc, ils m'invitent à participer à cette activité où je suis censé être le bras technique pour la gestion du portefeuille, etc. Et ça, c'est une activité dans laquelle j'ai beaucoup en fait appris. J'ai vraiment grandi parce que c'est comme si tu as une feuille blanche et tu dois tout construire en fait de zéro. Euh, et ça nous a beaucoup mis à l'épreuve. Donc, je veux dire, c'était ma première vraie expérience entrepreneuriale, peut-être intrapreneuriale, parce que bon, j'avais pas en fait vraiment le risque financier. Euh, donc, c'est comme si tu as un chèque et puis tu peux travailler. C'est différent de ce que je fais aujourd'hui. Euh, Hmm. Par la suite, Excuse-moi, je t'interromps juste j'ai... là parce que j'avais Ouais, deux points que je voulais voir. Je voulais te laisser parler et en même temps, je voudrais pas que ça aille tellement loin qu'on ait du mal à revenir. ouais, À Londres, tu décides d'aller aux Bermudes. C'est quoi ouais, tes drivers? Donc j'entends, en plus tu quand même tu prends un certain risque parce que tu es dans un nouveau métier, dans un endroit qui est extrêmement lointain. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers la décision d'y aller? Ça, c'est la première question. ouais. Et la deuxième, un peu plus tard, pourquoi tu as fait un billet? Voilà les deux questions que j'avais Ouais. avant d'avancer. Ouais. Non, enfin, je pense que déjà, quand j'étais entre Paris et Londres, et je commençais en fait déjà à me poser des questions sur l'orientation en fait de ma carrière. Et ça m'intéressait un peu plus d'être dans l'environnement anglo-saxon que dans l'environnement en fait francophone. J'avais déjà une expérience préalable aux États-Unis où j'avais fait un stage. Donc j'étais un peu plus en fait porté sur ces horizons-là. Euh, et pour les Bermudes spécifiquement, c'est assez intriguant parce que ils m'ont invité d'abord en fait à venir un week-end, j'ai rencontré tout le monde. Euh, Naturellement, bon, c'est une île plus ou moins paradisiaque où il fait bon vivre. Donc déjà, ça c'est un premier driver important. Mais le plus profond driver, c'est vraiment en fait l'envie d'explorer. C'est l'envie d'apprendre un nouveau métier, l'envie de se challenger, sachant que quelle que soit en fait l'issue, ça sera toujours en fait constructif d'avoir essayé quelque chose qui est peut-être en fait au-delà enfin, de mes capacités actuelles. Ça me permettra de rencontrer du monde en fait d'horizons différents, donc des réseaux différents. Et je sais que enfin personne ne sait vraiment en fait de quoi est fait demain, même pas l'actuaire. Mais je sais que les réseaux en fait que tu construis, les relations que tu construis en fait aujourd'hui te serviront toujours en fait demain. Donc l'un des drivers en fait les plus profonds, c'est celui-là, c'est d'explorer de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, faire un nouveau métier.
Par la suite, donc pourquoi je décide de faire un MBA? Parce que donc je fais ce métier en fait quelques années. J'étais analyste en fait sur toutes les questions de risque, notamment les questions de risque de catastrophe, donc tout ce qui est modélisation de risque, tarification, gestion de portefeuille, etc. Donc il y a un métier quand même enfin assez technique. Et moi, je venais aussi d'un background, en fait, déjà technique. Donc, pour moi, l'opportunité de faire le MBA, c'était surtout pour diversifier, en fait, mon toolkit. Euh, Apprendre comment est-ce que le marketing, la stratégie, le management, les relations humaines, en fait, s'intègrent dans la gestion d'un business. C'est vrai que je le voyais, en fait, au quotidien, sans avoir un peu, je veux dire, les fondamentaux de comment est-ce que ça se construit. Je voulais m'exposer à ça et ça m'a poussé à faire le MBA, ce qui m'a aussi, en fait, ouvert 1000 autres horizons euh, à explorer, quoi. Voilà. Top, super, merci. Donc en méga synthèse, ce que je vois, c'est ton premier message, c'est de dire prenez des risques, challengez-vous et allez chercher lorsque des opportunités se présentent et qui sont peut-être pas dans le chemin que vous aviez imaginé, ne vous fermez pas la porte. La deuxième chose, tu parles de grow, cherche des choses qui vont te faire apprendre de nouvelles choses. Et est-ce que finalement, le keyword là-dedans, c'est expand, aller te chercher de nouvelles compétences et grandir. Et ça, c'est toujours un investissement positif. Et le troisième, qui est aussi très intéressant, tu parlais de réseau, du fait que tu vas diversifier tes réseaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, ils connaissent 1000 personnes, mais c'est 1000 personnes qui travaillent dans la même société, dans la même industrie, etc. Là où il y a des gens qui connaissent 100 personnes, mais 100 personnes qui sont des politiques, des économistes, des financiers, etc. Donc très, très intéressant ce que tu Euh, dis là, d'avoir ce truc-là tactique. Et après, une deuxième partie qui est plus de dire, ben, je vais continuer à m'étendre au-delà des aspects techniques et avoir une vue encore plus large, stratégie, marketing, people, etc. Top, top. Donc là, tu es aux Bermudes et tu dis, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Après cette première expérience qui t'a été très bénéfique, tu m'as dit de partir d'une feuille blanche et se gratter la tête sur comment je fais. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose en fait que j'ai maturé pendant une certaine période. Parce qu'avant de rentrer, j'avais déjà commencé en fait une activité on the side. Donc j'avais commencé mon activité d'énergie solaire enfin depuis 2013, où avec un pote en fait de lycée, on a décidé de se lancer. C'était lui l'exécutif sur place en fait qui gérait l'activité et moi enfin l'investisseur, fondateur, etc. Et donc, déjà, ça m'avait mis le pied, en fait, à l'étrier, euh, bien que je ne sois pas totalement à risque, parce que j'avais toujours, en fait, mon job, j'étais payé à la fin du mois, relativement bien payé, et ça me permettait de soutenir, en fait, l'activité de la société pendant tout ce temps. Donc, voilà, en fait, une phase où j'apprends beaucoup de l'entrepreneuriat sans nécessairement en fait assumer toutes les conséquences en fait en termes de risque. Euh, mais malheureusement, je dirais aussi, enfin, bon, malheureusement, ça m'apprend aussi que il y a certaines initiatives ou certains projets qu'on ne peut pas mener à distance. Donc, développer en fait une startup de 0 à 1 au moment enfin où la boîte est successful, ça nécessite tellement, je pense, d'engagement, tellement en fait d'énergie que à distance, tu es quand même assez limité. Donc, c'est faisable, mais je sais que tu n'explores pas en fait tout le potentiel de l'activité en étant en fait de côté et en ayant une autre activité que tu mènes à temps plein. Donc, plusieurs leçons en tout cas d'entrepreneuriat dedans. Et ça m'a mené en fait fréquemment au Burkina. Donc, j'étais là au moins 2 fois par année. Et je suis confronté quand même, enfin, dans mon environnement social, à plusieurs situations, notamment, enfin, des familles qui sont en crise financière parce que, bon, les problèmes de santé d'un membre de la famille, tu as toujours un cousin, en fait, qui se rapproche de toi parce que, bon, son enfant est malade, il a besoin que tu l'aides, etc. Et donc, de toute façon, enfin, je le savais, c'est pas nécessairement que ces expériences-là me font comprendre ça, mais je sais qu'il n'y a pas, en fait,
un taux de pénétration important de l'assurance en Afrique. Et en ce moment-là, moi, je pense que avec l'expérience que j'ai acquise, avec le réseau relationnel que j'ai dans l'industrie, je suis capable d'utiliser justement enfin, mes connaissances de cette industrie-là pour adresser ce problème et solutionner la couverture en fait, de risque pour ceux qui sont exclus du système financier. Et donc, c'est ça qui me motive, en fait, à un moment, à dire, OK, on va lancer Yellen Assurance, donc dans la micro-assurance. Et c'est ça qui me ramène au Burkina. Top, top. Je fais là aussi un petit wrap-up de choses que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. La première, c'est que ta première expérience, pas intra, mais entrepreneuriale, tu l'as fait en dérisquant de manière très intéressante. Tu travailles, tu as de quoi manger, et tu utilises une partie de tes fonds, ce qui requiert naturellement de manger moins que l'argent que tu reçois pour pouvoir en laisser par ailleurs, mais il y a plein de gens qui sauront faire ça, et tu arrives à développer une activité avec quelqu'un en qui, j'imagine, tu as confiance, parce que le faire à distance, ça, Oui. bien entendu, ça requiert un minimum de confiance, mais ça a aussi ses limites. Mais c'est une superbe opportunité pour celles et ceux qui n'ont pas envie de sauter du parachute parce qu'ils ne savent pas s'il va s'ouvrir, de pouvoir le faire en restant tranquillement dans leur société, mais en commençant à investir naturellement, en faisant ça dans les règles légales, etc. Assurez-vous que vous avez le droit de le faire et pas ouvrir une société concurrente à celle à qui vous paye. Mais cette première expérience, elle est intéressante. La deuxième, ou plutôt la question que moi je me pose, c'est quand tu décides d'aller au Burkina. Là, cette fois-ci, tu arrêtes. Tu, Ouais. tu finis ton contrat. J'imagine que, surtout étant un gars orienté risque, tu as essayé de dérisquer. Comment tu as dérisqué cette partie-là? J'imagine au moins sur l'axe financier, mais peut-être d'autres choses. Est-ce que tu veux m'en parler sur la réduction des risques pour que cette entreprise, elle finisse peut-être un jour par être successful? C'est ce que je te souhaite. Oui, enfin, je crois que, enfin, au niveau évaluation de l'opportunité, il y a enfin un certain nombre de préalables à faire. Euh, donc, moi, je fais en fait une certaine analyse et je me dis qu'il y a une opportunité en fait dans ce segment. Et j'étais suffisamment impliqué aussi, enfin, avec mes différents collaborateurs, mes patrons, etc., qui m'ont aussi accompagné dans la structuration de ce business-là et de comment adresser l'initiative. Donc, il y a un certain nombre, effectivement, de risques que on peut en fait éviter avec ces activités de préparation. Euh, à la fin, étant, je veux dire, entrepreneur, il y a aussi la plus grande partie en fait du risque. Il faut juste le comprendre et puis dire, j'y vais quand même. Il y a des risques qu'on ne peut pas juste en fait dérisquer par notre approche parce que bon, peut-être c'est le marché en fait qui va nous dire en fait à la fin si on avait raison ou pas. Euh, mais il faut prendre le pari, il faut avoir l'engagement et puis juste y aller, croire en soi et travailler jusqu'à ce que enfin le succès puisse se réaliser. Et donc pour moi, je pense que les vraies premières activités en fait pour dérisquer le projet, c'était surtout cette phase préparatoire. Ensuite, une phase un peu de capitalisation où je dis, bon, ben, OK, je dois avoir suffisamment de capital pour tenir en fait un certain nombre d'années. Et ça va nous amener un peu à la différence aussi, en fait, entre la planification et la réalité, entre le business plan et l'exécution. Parce que, oui, parce que oui, euh, on peut tout bien faire, en fait, sur papier. Euh, mais le monde est ce qu'il est, la réalité autour de nous est ce qu'elle est, et elle n'est jamais en fait ce qu'on a prévu. Et après, je crois que l'une des plus grandes aptitudes ou capacités en fait de performance d'un entrepreneur, c'est sa capacité à s'adapter à des situations en fait qui sont changeantes. Moi, quand je commence, je dis, OK, on a un plan où on a capitalisé en fait la société pour 3 ans sans faire de production. Et au bout de 3 ans, on pourra en fait décider si on continue, on arrête, on se réoriente, ainsi de suite. Euh, Malheureusement, dans l'exécution,
je n'arrive pas en fait à fermer le tour de table qui aurait dû capitaliser en fait la société. Donc du coup, je me retrouve sur des fonds personnels. Donc voilà déjà un premier gap très important entre le business plan et l'exécution. Et puis par la suite, il fallait en fait sur le terrain se réadapter, réorienter le modèle d'affaires, ainsi de suite, pour s'adapter à la situation financière dans laquelle on a commencé, par exemple. D'accord. Donc, moi ce qui m'a séduit dans ce que tu m'as dit avant, déjà, c'est que tu t'es préparé, mais tu as aussi demandé conseil et tu as impliqué même ton employeur du moment et peut-être d'autres personnes de ton réseau. Donc, ça, c'est très intéressant parce que, effectivement, on oublie des fois qu'il y a des gens qui sont peut-être bienveillants et même si tu vas quitter leur société, ils sont peut-être capables de t'aider. La deuxième chose, c'est que tu as quand même capitalisé. C'est-à-dire que tu n'es pas venu juste avec tes propres sous en disant, bon, j'ai tant d'argent sur la table et c'est ça qui va me permettre de tenir. C'est tu t'es donné un horizon de temps que tu as estimé pertinent, 3 ans, et c'est bien, tu n'as pas pris 3 mois ou 6 mois. Donc tu t'es dit, j'ai 3 ans pour essayer de machin. Donc, et par rapport à ces 3 ans, tu as besoin de tant de fonds. Donc tu as fait un Ouais, estimate, tu fais une levée de fonds, donc des gens qui vont prendre des parts de ta future ou de ta société en échange de future profitabilité si tout se passe bien. Et ouais, tu dis, sauf que tu n'as pas pu lever les fonds que tu espérais. Et donc tu t'es voilà. retrouvé à mettre encore plus d'argent sur la table. Et donc, ça, tu démarres Yellen en quelle année? En 2018? 2018, 2018. 2018. Donc normalement, tu devais commencer à devenir profitable, ou en tout cas te poser les bonnes questions. Ton trigger, c'était de dire en 21, tout est plié, mon business est florissant, c'est ce que j'avais prévu de toute façon dans mon fichier Excel, ou pas. Sauf qu'il y a le Covid au milieu. Qu'est-ce que, c'est- où est-ce que tu t'es retrouvé en 2021, justement, à l'issue ou même peut-être même avant, en tout cas à l'issue de la période que tu avais toi capitalisé, pour protéger Ouais. d'un point de vue capital. Euh, donc, ouais, Excel, c'est magnifique parce que tu peux tout faire dans Excel. Tu peux tout faire dire un business plan, etc. La réalité était tue. Et nous, c'est vrai que bon, on commence en 2018, fin 2018, donc sur un capital qui est beaucoup moindre en fait que celui qu'on a estimé. Et on se dit, bon, 2021, sans doute qu'on a passé en fait une barrière de profitabilité et puis bon, on fonctionne normalement. Donc 2019, effectivement, on creuse en fait notre capital parce que cette année-là, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire sur le marché. C'est vraiment une année de mise en place. Parce que il faut faire beaucoup d'itérations sur les produits. Tu ne sais pas, enfin, initialement, tu penses que le client, il aura de l'engouement pour tel produit, mais finalement, non. Donc, c'est une fois que tu es dans l'opération que tu as vraiment en fait ce feedback qui te permet de réajuster. Donc, beaucoup d'itérations sur les produits, beaucoup d'itérations sur la distribution, beaucoup d'itérations sur les partenariats de services. Et pendant ce temps-là, enfin, on ne produit pas de chiffres. Donc, on a beaucoup creusé en fait le capital la première année 2019. On s'attend à ce que 2020, ça décolle parce que bon, voilà, on a fait une année d'apprentissage. Malheureusement, 2020, on sait tous ce qui nous est arrivé. On est tombé dans le Covid. Donc, tout s'est encore réarrêté. Voilà une deuxième année extrêmement pénible pour une start-up un peu, enfin, comme la nôtre. Et donc ça change tout. 2020, moi, je rentre en fait dans l'année 2020 et vers la fin de l'année 2020, je me demande vraiment si on va continuer l'activité ou bien si on va l'arrêter. Mais on persévère. 2021, on commence à produire un peu. Donc, bon, les choses commencent en fait à se corriger. Euh, et ça, c'est sans compter l'environnement en fait dans lequel on est, parce que bon, au Burkina, pour ceux qui savent un peu, on est resté dans une période de crise sécuritaire qui s'est transformée un peu en crise politique, institutionnelle, et même maintenant, enfin, qu'il y a des dérives financières. Et donc ça, c'est un environnement en fait qui est très adverse, qui ne sont pas des choses, enfin, qui sont parfois des choses qui sont prévues dans un business plan, mais juste prévues sur papier, mais on n'est pas nécessairement en fait prêt à les affronter dans une exécution dans la vie réelle. Euh, et donc finalement, 2021, on a dû recapitaliser.
euh, parce que bon, on arrivait à un point où on n'allait plus pouvoir en fait fonctionner. On a recapitalisé et puis on a continué l'activité. Fin 2021, on arrive à une barre de, pas de profitabilité, mais d'équilibre en fait en termes de cash flow. Et donc là, la pression recommence à baisser. 2022, on passe la barre de profitabilité et 2023 aussi. Donc les choses commencent en fait à se réarranger, mais le parcours pour arriver là est un peu chaotique, je vais dire. D'accord. Bon, c'est impressionnant. Je pense que la plupart des auditeurs ne comprendront pas le niveau, enfin, ne doivent pas se rendre compte, et moi-même, je ne dois pas me rendre compte du niveau d'adversité auquel tu fais face et l'instabilité qui est pas juste le propre de ta compréhension limitée du marché parce que tu es en train de le créer, mais carrément, euh, en fait, l'instabilité politique, etc., de ton environnement. Donc, même les règles du jeu potentiellement peuvent changer. Et en plus, tu as le Covid. Enfin, tu as le Covid. Tu as le Covid qui impacte ton business. Moi, je me pose quand même une question. Tu lances ton business avec un espoir que dans 3 ans, tu sois profitable. 3 ans passent, alors tu as eu des déconvenues. Je peux dire que c'est pas de ta faute, le Covid, mais quand même, tu as passé 3 ans et tu n'es pas profitable. Qu'est-ce qui t'a permis de rester résilient et de tenir le coup? Et à quel moment, peut-être, il faudrait, dans d'autres circonstances, se dire j'arrête? Ouais. Et effectivement, je me souviens un peu de ces discussions-là avec mes anciens patrons quand je travaillais sur mon business plan. Et on avait fait des triggers euh, qui, au-delà enfin, des 3 ans, on dit, bon, mais OK, si on n'a pas atteint tels indicateurs, là, là et là, etc., en fait, on doit arrêter le business. Euh, mais ça, c'est un peu sans compter l'aventure en fait humaine qu'il y a dans ce genre de projet. Parce que moi, je commence quelque chose, c'est moi l'entrepreneur, donc je suis prêt en fait à assumer le risque d'échec sur l'activité. Par contre, dans le parcours, j'embarque des gens avec moi. Donc, j'embarque peut-être 50 familles qui dépendent de cette activité-là. Et pour ces collaborateurs, eux, ils peuvent se mettre ce type de trigger parce qu'à un moment, ils ont des opportunités meilleures, etc. Donc, ils peuvent quitter en fait pour aller vers ces opportunités. Et moi, j'assume quand même enfin une certaine responsabilité, je pense, vis-à-vis d'eux, qui ne me permet pas de mettre un trigger comme ça en fait d'arrêt. Et donc du coup, je pense que initialement, j'approche un peu en fait la question à l'envers parce que c'est pas vraiment en fait à moi d'avoir le trigger maintenant, c'est plutôt en fait au marché de m'imposer le trigger. Donc moi, je vais trouver enfin tout, tous les moyens de maintenir et de développer en fait l'activité et de booster en fait l'espoir au sein de mes collaborateurs pour que l'activité en fait puisse fonctionner. Euh, Par contre, à un moment, l'activité peut s'arrêter parce qu'il n'y a plus de cash. Et donc ça, c'est ce à quoi fait face en fait tout entrepreneur. Et où est-ce qu'on trouve le cash? Le cash, il vient de deux horizons uniquement. Il vient soit du client, soit de l'investisseur. Et en général, l'investisseur, il viendra s'il a espoir que le client aussi va venir. Et donc, si à un moment, on a opérationnalisé et que le client ne vient plus, alors, moi, je peux me retourner en fait pour voir un investisseur. Je lui demande, bon, mais OK, il y a du potentiel ici, est-ce que tu veux y aller? Si lui aussi me dit, cher ami, ça paraît très bien ce que tu me dis, mais les tendances ne sont pas bonnes et j'ai pas envie d'y aller, en ce moment, l'activité s'arrête. Et donc, c'est pas vraiment en fait moi qui mets le trigger, mais je pense que c'est le marché qui met le trigger. Moi, j'ai un engagement, enfin, de faire progresser l'activité le plus loin possible. Et éventuellement, enfin, dans cette période de progrès, on va passer en fait la barre où on ne se pose plus ces questions-là. Oh, super, super. Donc, une détermination et puis finalement faire le nécessaire pour que le marché prouve que ton initiative avait du sens, a un sens des responsabilités qui est très noble. J'imagine que pendant ce temps-là, tu ne te payes pas. Euh, je crois que c'est ce que tu me dis. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Quelque part, un Ouais. entrepreneur, c'est quelqu'un qui met son projet.
les femmes et les hommes qui travaillent pour lui ou qui sont dépendants de son business devant son propre intérêt. Et oui, à un moment donné, il y a des entrepreneurs qui deviennent très, très riches, mais ils ont pris des risques importants. Ils ont peut-être perdu beaucoup en temps, en argent, et ils ont mis beaucoup d'investissement au départ. Donc, quelque part, il y a un peu ce rapport entre le risque et les opportunités qu'on peut avoir. Des fois, on gagne, des fois, on perd. On peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup. Super, merci. Est-ce que tu avais d'autres jalons importants? Il y a peut-être des jalons d'apprentissage continu en fait au cours de la carrière. C'est vrai qu'on a parlé précédemment du MBA. Pourquoi est-ce qu'à un moment, bon, voilà, tu es un professionnel, tu décides en fait d'aller faire un MBA, etc. Mais même au-delà, tu vois, moi je pense que, par exemple, quand j'ai commencé l'activité de réassurance vie avec mon ancien patron, dans la boîte dans laquelle on était, personne ne s'y connaissait dans cette activité. Le CEO qui avait été recruté pour mener l'activité, lui, il s'y connaissait, mais c'était le seul à s'y connaître. Et donc, tu vois, c'est un environnement où, enfin, c'est des transactions quand même, enfin, assez importantes en termes financiers. Et si moi, je devais être le backup technique de cette activité-là, il fallait que je sache au moins de quoi je parle. Et c'est ça qui me pousse à un moment à dire, OK, bon, ben, je vais faire le programme d'actuariat pour pouvoir, en fait, avoir le bagage technique pour mener cette activité. Et donc, je me lance dedans et ça me prend 2 ans en parallèle, en fait, du boulot. Donc, beaucoup de travail, en fait, supplémentaire pour le faire. Et je crois que ces points-là sont importants. C'est pas la seule fois, mais plusieurs fois, en fait, ça m'arrive de me dire, OK, je suis en train peut-être, enfin, d'explorer tel horizon et j'ai besoin d'avoir, en fait, un bagage technique qui me permette d'explorer cet horizon-là. Et il faut toujours, en fait, être ouvert à cet apprentissage continu-là parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tout évolue tellement vite que tu ne peux pas être performant aujourd'hui avec les outils que tu as acquis en fait en 2020 ou bien, excuse-moi, en 2000 quand on était à l'école, quoi. Tu vois, c'est des choses qui sont passées. Donc oui, c'est des choses sur lesquelles on peut construire, mais il faut continuer en fait à développer cet apprentissage. D'accord, merci beaucoup. J'adore et je suis convaincu effectivement que le monde appartient à ceux qui apprennent, ceux qui sont Ouais. compétents et qui prennent le temps. Avec un bénéfice en plus pour toi, parce que tu avais déjà plein de boulot, et tu te fais une formation on top. Et ça requiert quelque part de l'organisation, ça requiert de la productivité, et c'est un investissement derrière, parce qu'une fois que tu es productif et que tu arrives à faire deux choses, ton travail et la formation d'actuaire, ben, quelque part, ben, c'est encore plus de capacité, de force de travail et de compétences qui sont ensuite à ton bénéfice après. Tu as eu un gros parcours international. Tu vois, t'as donc Burkina Faso, Maroc, Londres, Paris, US, Bermude. Est-ce que tu as des leçons ou des choses que tu as apprises au travers des expériences internationales et multiculturelles que tu as pu avoir? Ah oui. Des choses, enfin, je veux dire, tout ce que j'ai appris, quasiment, en fait, vient de là, parce que bon, c'est ces expériences-là, en fait, qui me construisent et qui font de moi qui je suis aujourd'hui, avec l'identité que j'ai aujourd'hui. Euh, mais dans le fond, je sais pas, il y a quelqu'un qui disait sans doute que une personne qui voyage pas, c'est comme une personne qui lit la même page d'un livre tous les jours. Et moi, je vois ça, en fait, à travers, effectivement, en fait, ces expériences-là et à travers les différents chocs culturels en fait que tu as d'un endroit à l'autre. Mais à la fin, je crois qu'il y a une valeur que tu peux trouver à l'intersection de l'humilité, de ta capacité à accepter en fait les différences, de ta capacité à comprendre que tu n'as pas en fait nécessairement raison. Quand tu viens enfin d'un certain background culturel, tu as certains acquis de comment est-ce que enfin tu es censé en fait fonctionner en société, ta carrière, et ainsi de suite. Et quand tu le confrontes en fait à d'autres personnes qui ont des acquis complètement en fait différents, complètement orthogonaux, ça te demande une certaine flexibilité en fait en toi pour t'y adapter, intégrer cela et pouvoir en fait capitaliser même après en fait dessus hein, sur ces différences-là.
Euh, et donc, moi, je crois que ces expériences-là, l'une des choses, en fait, effectivement, que ça m'apprend, c'est que euh, tu es obligé, en fait, de rester humble là, dans ton approche euh, par rapport, enfin, aux choses de la vie, aux manières de fonctionner. Et tu dois être capable d'accepter les différences et même d'aimer ces différences, de construire sur ces différences. Et aujourd'hui, quand tu te retrouves en fait en entreprise et que tu dois gérer en fait une activité avec un certain nombre enfin, de personnes, les gens sont tous d'horizons différents, peut-être de religions différentes, de cultures différentes, de sensibilités différentes. Et quelque part, euh, tu dois être capable de travailler avec ce groupe de personnes-là, d'avoir en fait des énergies qui se construisent, de pouvoir rester focus sur ce qui vous rassemble et non sur ce qui vous divise. Et ça, je pense que c'est des choses en fait que tu apprends malgré toi à l'expérience des chocs culturels que tu peux avoir d'un pays à l'autre. Super, merci beaucoup. J'aime beaucoup ton idée de parler de ce qui rassemble plutôt que de ce qui divise. Et ça m'a fait penser à un truc, parce que finalement, si je le dis avec mes termes peut-être plus directs, c'est tu te prends des baffes en fait à chaque fois que tu vas ailleurs et qu'il y a des gens qui ont des croyances qui sont différentes des tiennes, et tu te dis, ah bon, mais moi, j'avais jamais vu les choses autrement. Ça me fait penser à une histoire, alors je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'est l'histoire de deux poissons, alors je la distord peut-être parce que j'ai pas lu le livre en question. C'est l'histoire de deux poissons, deux jeunes poissons qui tapent la discute. Ils sont en train de nager et puis ils croisent un vieux poisson. Et le vieux poisson leur dit alors, elle est comment l'eau? Et bon, les deux poissons avancent et puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit à l'autre, mais c'est quoi l'eau? Et en fait, le message, c'est de dire, les gens enfin, les deux poissons là, ils sont jamais sortis de l'eau, donc ils connaissent même pas l'existence de l'eau. Un peu de la Voilà. même manière, toi et moi et plein de gens, nous avons grandi dans une culture donnée qui nous a fait croire un certain nombre de réalités qui sont une interprétation de la réalité dans l'intérêt peut-être de la gloire du pays dans lequel nous Cette sommes ou société, voilà. autre chose, voilà, et tu te retrouves, ben non, en fait, moi je sais que j'ai eu des chocs, des baffes que je me suis pris sur des choses qui étaient bah, la vérité, tu vois, tu dis ça c'est comme ça, et puis lui qui dit, ben non, pourquoi ce serait comme ça, moi je le vois comme ça, et en te posant en creusant un peu, tu vois que oui, il peut y avoir des contradictions. J'ai un exemple en tête, mais il est trop sensible pour que Ouais, il puisse, voilà, je risque de me prendre des cailloux sur la tête, mais ouais. ce sont des exemples. Voilà, super. Merci beaucoup pour ça. Et c'est un très, très bon point qu'on peut adresser, même si on n'est pas dans un environnement multiculturel, quelque part, rassembler plutôt que mettre le zoom sur ce qui divise. Ça Ouais. sert aux humains, aux managers, aux politiques aussi, ça pourrait servir des fois, sauf ceux qui veulent promouvoir la xénophobie et autres. Euh, J'aimerais bien quand même qu'on parle d'un truc, c'est l'instabilité dans laquelle tu es actuellement. Alors, je ne vais pas zoomer sur le Burkina spécifiquement, mais il y a plein de pays, il y a plein d'endroits, il y a plein de situations, même dans d'autres autres pays, plus stables politiquement. Euh, c'est quoi tes leçons? Comment on fait pour être le plus grounded, je sais pas comment on dit, enfin, comment trouver de la stabilité dans un environnement très mouvant? Alors oui, c'est vraiment un gros challenge hein, d'évoluer et de créer du business dans un environnement aussi instable peut-être que le Burkina en ce moment. Euh, Comme je disais, enfin, on a navigué beaucoup de crises. Crises d'abord sécuritaires parce que enfin, il y a certaines zones du pays qui ne sont plus praticables. Ça s'est développé en une crise politique. Au Burkina, tu as eu, je pense, deux coups d'État militaires en l'espace d'une année. Ensuite, crise institutionnelle. Et aujourd'hui, aussi, je veux dire, plus de difficultés en fait d'accès au financement. Donc, enfin, une crise aussi financière, beaucoup d'inflation. Donc, l'environnement en fait dans lequel on évolue est très très averse. Euh, et en même temps, je crois que c'est dans ces situations-là qu'on va chercher en fait au plus profond de nous la capacité de naviguer, d'évoluer. Et c'est là que effectivement on se permet de trouver des opportunités. Moi, je pense vraiment hein, parfois que
la vie, la vie réelle est de l'autre côté de la frontière du risque. C'est-à-dire que j'ai là, en fait, ma zone de confort. Et parfois, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pousse au-delà, en fait, de cette zone de confort-là. Et c'est parce que une fois que tu arrives dans l'environnement qui est adverse, ta personne va retrouver, en fait, les énergies nécessaires pour pouvoir naviguer et s'en sortir. Nous, ça nous a créé, par exemple, une opportunité parce que avant de commencer Yellen Assurance, on a travaillé pendant 2 ans avec des équipes de développeurs sur la construction d'une plateforme digitale pour mener notre activité. Euh, donc, on était fiers, en fait, de lancer cela et en disant, bon, ouais, OK, on est peut-être la première compagnie d'assurance 100% digitale du marché, ainsi de suite. Et donc, pour nous, c'était un avantage compétitif qu'on devait vraiment, en fait, préserver. C'était ça l'idée de départ. Quand on rentre un peu enfin au milieu de ces crises-là, quand je parlais un peu de l'année 2020 où on voyait du noir, alors on commence à se poser les questions. Comment on peut faire en fait pour créer de nouvelles lignes de revenus? L'une des questions qu'on s'est posées, c'est, OK, bon, ben, on a cet actif-là qui est ici, qu'on utilise pour nous, mais qui ne fonctionne pas en fait à son potentiel, parce que, bon, effectivement, on ne produit pas tant que ça en fait de chiffres. Est-ce qu'on peut commercialiser cet actif à d'autres acteurs du marché, soit au niveau local, ou bien au niveau régional, etc. Et donc, c'est la crise qui nous pousse en fait à nous poser ces questions-là. Et c'est ça qui aboutit finalement à la création de Hélène FinTech, qui est la troisième activité qu'on est en train de développer aujourd'hui, qui a un potentiel incroyable, mais qu'on n'aurait jamais poussé si on n'avait pas traversé ces moments d'adversité. Donc, d'une part, je crois que ça nous pousse à nous étendre le fait de rentrer enfin dans ces environnements de crise. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est formateur et ça nous pousse à nous étendre. Et par ailleurs, il y a aussi, enfin, ça peut créer aussi une cohésion dans l'activité en fait qu'on fait. Moi, je me souviens que, bon, oui, on a initialement un groupe à Hélène Assurance qui est un peu hétéroclite, etc. On traverse un peu ces moments de crise. Il y en a qui vont partir, il y a un noyau, en fait, qui va rester, qui va traverser l'adversité, en fait, ensemble. Et cette cohésion-là va être, enfin, une valeur importante dans la construction de l'activité future aussi qu'on est en train de faire. Donc oui, les crises arrivent quand on a enfin l'adhésion de ces collaborateurs qui font aussi le sacrifice avec moi de rester en fait dans l'activité à travers ces crises-là. Ça nous permet de naviguer, ça crée plus de résilience pour l'activité et ça nous révèle aussi enfin des opportunités qu'on ne saurait pas aller chercher si jamais on n'était pas confronté à cela. Début. Est-ce que toi, tu vois de ton expérience de la gestion du risque professionnel, où tu es payé pour évaluer des risques, etc., est-ce que tu vois un parallèle ou des choses dont on pourrait bénéficier, nous, en tant qu'individus, sur la gestion des risques? L'industrie, en fait, du risque en général. Euh, il y a certaines méthodes que cette industrie-là, en fait, utilise qui ne sont pas nécessairement, en fait, utilisées au quotidien par les individus ou par les autres industries. Alors, si tu t'adresses, je sais pas, à n'importe qui, on te dira, oui, bon, pendant mon cursus scolaire, toutes mes formations, etc., j'ai fait du risk management. Donc, on m'a appris à gérer le risque. Euh, mais il n'y a nulle part où on m'a appris à prendre du risque. Et l'industrie de l'assurance a cet avantage-là, en fait, pour les participants de cette industrie-là, enfin, du moins qui s'en rendent compte qu'ils ont les mécanismes qui leur permettent de prendre du risque. Et prendre du risque, là, on est en train de parler, en fait, côté entreprise, institutionnelle, etc. Euh, mais côté personnel, je pense aussi, enfin, que c'est un aspect qui est extrêmement important.
ou même enfin déterminant dans la vie d'un individu. Je crois vraiment que toi et moi, si on se retourne et qu'on regarde notre expérience, je sais pas, des 40 dernières années, les moments dont on serait pas fier, ça va pas être nécessairement les moments où on a échoué. Euh, mais probablement, ça va être les moments où on n'a pas eu le courage de prendre en fait un certain risque. Et pourquoi on n'a pas eu ce courage-là? Sans doute qu'on n'avait pas la méthode pour le faire. Euh, et il y a ce parallèle, je pense que je peux tirer de l'industrie de l'assurance où ils approchent le risque en fait de manière méthodique. Et quelle est cette méthode-là? Mettons, alors je vais vraiment en fait simplifier et le faire en deux étapes. Naturellement, ça peut être beaucoup plus large, mais les gens, enfin, face à un risque donné, ils essaient d'estimer quel est mon downside, c'est-à-dire quelle est ma perte maximale probable si jamais euh, ce risque-là, en fait, se matérialise. Et ils se demandent, OK, est-ce que je suis prêt à vivre avec ce downside-là s'il arrive? Alors, si la question est non, il ne prend pas le risque, c'est clair. Si la question est oui, ensuite, il évalue, OK, alors, si je fais cette action-là, qu'est-ce que je peux gagner, en fait, dans cette action? Il estime ce gain, s'il trouve que ce gain est intéressant pour lui, alors il y va. Et donc, voilà un mécanisme simple là, qui, je pense, peut nous assister, enfin, dans la vie, en fait, quotidienne qu'on a à explorer des horizons, à prendre du risque et à pouvoir vivre en fait avec nos échecs. Parce que bon, à la fin, quand on a estimé et qu'on sait que, OK, si je prends ce risque-là, en échouant, je pourrais perdre ça, bon, j'ai perdu, je suis capable en fait de vivre avec cette décision. Celle avec laquelle je ne peux pas vivre, c'est de dire que j'ai pas eu le courage de le faire parce que j'ai eu peur. Et donc voilà. Donc, je crois qu'il y a ces méthodes-là, en fait, qu'on peut utiliser ou transposer dans notre vie quotidienne pour nous amener, en fait, à mieux explorer le monde. Parce que, en même temps, quelqu'un pourrait dire qu'on est là, en réalité, en fait, pour explorer le monde et explorer la vie et vivre des expériences. Euh, mais si on n'a pas la méthode pour le faire, après, ça devient en fait un peu difficile, ça devient une vie de regret. Donc, moi, je pousse beaucoup en fait les gens dans cette orientation-là. Il faut prendre du risque et il faut avoir une méthode en fait pour le faire. Super, super. Je fais une synthèse. Un, tu dis, la vie, elle existe surtout en dehors de la zone de confort dans laquelle nous sommes. Pourtant, c'est très difficile d'aller à l'extérieur. Ça, c'est moi qui le dis. Tu ne l'as pas dit, mais je suis sûr que tu partages le constat. C'est qu'on a des mécanismes de préservation qui font que ben, on est safe là où on est et puis on n'a pas envie d'aller chercher les endroits risqués. Tu disais, on nous apprend à gérer les risques, mais pas à prendre les risques. Et ce que j'adore dans ta méthode, je suis sûr que tu l'as simplifié pour l'intérêt de la concision, mais tu dis, j'ai des règles, des mécanismes qui excluent les sentiments ou les émotions. C'est-à-dire que là, tu es factuellement, OK, je quitte mon job pour créer ma boîte, qu'est-ce que je risque? Et tu prends le risque probable, Ouais. finalement, et c'est ça que tu évolues que tu évalues de manière objective. Et donc, tu n'es plus dans l'affect, tu es dans une analyse rationnelle qui te permet de prendre certainement plus de décisions courageuses que si tu laisses juste écoute, enfin, si tu écoutes tes tripes et que tu te rends compte que c'est inquiétant et que ça peut faire peur. Super, merci beaucoup. Merci Joël. Euh, Moi, il y a un truc qui me surprend, c'est que pour avoir moi-même fait des choses, mais aussi j'accompagne un certain nombre de start-upers, c'est hyper prenant. Comment tu fais pour avoir trois jobs en plus d'avoir une vie familiale et peut-être d'autres activités? Il me semble que tu es aussi un joueur d'échecs. Comment tu fais ça? Mais c'est vrai, et je pense que les jeux aussi, en fait, me permettent de balancer un peu sur ces différentes activités-là. Parce qu'au niveau professionnel, c'est effectivement, en fait, très prenant.
Moi, j'ai 3 jobs peut-être euh, peut-être par obligation aussi, hein. Donc, j'ai pas le choix, enfin, que de donner 200% en fait de mon temps à ces activités-là. Et en même temps, il faut maintenir un équilibre au niveau familial, avec les enfants, etc. Et comme tu dis, il faut aussi avoir ces activités un peu de divertissement ou de sport qui nous remettent un peu enfin dans un certain équilibre personnel. En termes d'organisation, moi, je dirais pas en fait que j'ai une maîtrise complète de mon temps et que je suis en fait super bien organisé pour adresser ces différents challenges. Je mélange souvent les rendez-vous, je mélange souvent les engagements, je n'ai pas en fait une organisation parfaite. Mais il y a quelque chose, je pense, enfin, qui marche assez bien que je trouve, c'est, par exemple, vis-à-vis de la famille, il y a certaines activités qu'on a, enfin, chacun, dans notre emploi du temps quotidien, qui sont incompressibles. Donc, ces activités-là, peut-être, ça va être, je sais pas, ça va être déjeuner, dîner, faire du sport, ainsi de suite. Et donc, quand tu compares ton schedule et tes activités aux activités de ta femme ou de tes enfants, moi, j'ai trouvé en fait un match entre ces deux schedules-là qui me permet en fait de faire cette activité avec eux. Donc, du coup, ça fait que je n'ai pas délaissé l'activité que j'aurais dû faire. Et en même temps, on a ce temps qu'on passe ensemble, en fait, pour aussi, en fait, le faire. Si je te donne un exemple, moi, on, on m'a instruit ou fortement recommandé, hein, et ça, je parle du médecin, donc c'est important à suivre, de faire du sport. Et il se trouve que je vois que mon fils a commencé à faire du ping-pong à l'école et il adore ça. Donc, bon, qu'est-ce que je fais? J'achète une table de ping-pong, je la mets à l'arrière et tous les soirs, on se fait 30 minutes. Donc, voilà une manière où j'ai pu, je sais pas, mélanger en fait nos deux schedules, où moi je ne perds rien, lui ne perd rien, et 1 plus 1 n'est plus égal à 2, 1 plus 1 est égal à 4. Tu vois, c'est... Excellent, super, Ouais. super. Et sinon, après, en termes d'équilibre, je veux dire, parfois peut-être que si on est vraiment réaliste, il ne faut pas se leurrer. Il est extrêmement difficile de développer une activité de start-up tout en ayant en fait un équilibre familial où je dis, bon, mais ok, je vais rester au boulot de 9 h à 17 h et à 17 h, j'ai tout coupé. Après, c'est le temps de la famille. Je sais qu'on m'a recommandé de dormir 8 heures par jour, donc à 23 h, il faut que je sois au lit parce qu'à 7 h, je vais me réveiller. Enfin, euh, c'est un équilibre, oui, qui existe, mais qui est très difficile à réaliser. Et parfois, je veux dire, ce n'est pas parce que euh, 10 choses, en fait, sont bien pour toi que tu peux tous les avoir en même temps. Et il y a certaines activités que tu vas mener qui vont demander un sacrifice sur d'autres. Et souvent, ce que tu espères, c'est que ce sacrifice-là, en fait, est temporel. Et que, oui, tu n'as pas l'ambition de travailler 20 heures par jour, en fait, pendant le reste de ta vie, mais tu penses que, bon, ouais, ok, c'est nécessaire que je fasse ça, en fait, pour les 12 prochains mois. Et après, je pourrais, en fait, rétablir cet équilibre une fois que j'ai passé cette phase d'investissement et de sacrifice. Merci beaucoup. Merci. Ce que je retiens, c'est un, il y a des impondérables. Et cela, ben, il faut que tu en aies conscience et que de manière un peu objective, quelque part, tu te dises ça, il faut que je les colle dans mon agenda. Donc, c'est un peu comme mettre les gros cailloux d'abord avant de mettre le reste. Deuxième chose, c'est trouver des synergies, essayer de faire en sorte de faire du sport et d'être avec son gamin, par exemple. Voilà, ça fait partie des choses. Et le troisième, c'est le principe de réalisme qui est de dire quelque part, tu dois faire des trade-offs, des arbitrages et que tu ne pourras pas avoir les 10 trucs que tu aimerais avoir. Il faut juste que tu vives en paix
avec les arbitrages que tu as fait, c'est-à-dire je fais Ouais. cela, je ne fais pas cela, c'est temporaire, ça durera 12 mois ou c'est ce que tu crois, peut-être que ça durera plus, mais tu auras Ouais, ouais, peut-être un autre arbitrage exactement. pour étendre ou pas. Et c'est ça la réalité quelque part de l'entrepreneur et de manière générale de toute personne qui veut faire quelque chose de grand ou de beau. Ben oui, il faut Ouais. parfois appuyer un peu plus, mettre un peu plus d'effort que le nominal 9h 17h. Super, merci. On approche de la fin. Moi, j'ai une question pour toi sur qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié. Est-ce que tu as des recommandations ou un secret pour avoir une vie, une carrière épanouissante? Le premier truc de base, c'est de travailler en fait dans quelque chose, pas nécessairement qui nous passionne, parce que parfois on ne le trouvera pas en fait au boulot, mais de travailler dans quelque chose avec lequel on a un alignement. Donc chacun d'entre nous, je pense, enfin, développe une certaine identité sur un certain nombre enfin de valeurs. Et il faut que le travail qu'on fait soit aligné en fait avec ce set de valeurs-là et avec notre identité en fait qu'on a construite. Parce que je crois que on passe tellement de temps au travail, enfin on passe tellement de temps dans une vie au travail que si tu n'as pas en fait cet alignement-là, l'élasticité en fait que tu as va se casser à un moment. Et donc, tu peux être en fait très, très misérable là, en restant dans un emploi où tu n'as pas cet alignement, mais sur lequel tu estimes que tu as un salaire en fait qui est correct, donc tu restes pour ton salaire. Ça, moi, je trouve que c'est une perte de temps et voilà quelque chose qu'il ne faudrait pas faire pour être, pour avoir une carrière épanouissante. Alors, ensuite, une fois en fait que on a évité ça, je veux dire, enfin, tu as un emploi qui a un alignement avec toi-même, que sans doute, tu sais, enfin, tu aimes, en tout cas, tu as une énergie positive à faire cette activité. Euh, Après, je crois que, enfin, il y a de l'engagement et de l'initiative à avoir dans ce qu'on est en train de faire. Et surtout, euh, ne pas nécessairement en fait mettre sa barrière ou son target de réussite au niveau des autres. Pour moi, je pense que enfin, la réussite est sans doute en fait personnelle, tu vois. Le fait que toi tu réussis, Jafar n'enlève rien au fait que moi je réussis. Euh, et le fait que quelqu'un trouve qu'il réussit moins bien n'enlève rien toujours au fait que je réussis parce que je compare, enfin, je détermine ma réussite en me comparant à moi-même hier. C'est mon niveau de progression dans ce que je fais et l'alignement de ce que je fais avec moi-même, enfin, qui détermine si ma carrière est épanouissante ou pas. Moi, c'est sous cet angle-là que je le vois. Super, merci beaucoup. Donc, si je résume, un, alignement et avoir le courage de sortir d'une société. Et c'est bien parce qu'on a parlé de risques avant et de comment Ouais, sortir même quand il y a des risques. Donc, un, alignement, essayer de le préserver, même si ce n'est pas le job de vos rêves, soyez aligné avec vos valeurs et vos principes fondamentaux. ouais, La deuxième chose, tu dis, c'est de s'investir, de s'engager, de se donner quelque part. La troisième chose, tu parlais de se dire que quelque part, ton progrès, ta réussite, il ne doit pas être relatif aux autres. C'est une réussite interne par rapport à tes propres ouais, critères, par rapport à ton évolution versus hier. Et c'est ça qui doit t'amener à de la satisfaction plutôt que de te comparer à d'autres. D'ailleurs, il y en a qui ouais. disent, si tu veux être heureux, compare-toi à plus misérable que toi. Si tu veux être malheureux, compare-toi à meilleur que toi. Et je pense que là, ce que tu dis, c'est que en réalité, la satisfaction, elle est interne, elle n'est pas dépendante de ce que tu peux voir à l'extérieur. Je pense que c'est extrêmement sain. Merci beaucoup pour ça, Joël. Quelques questions rapides pour clore. Est-ce que tu as un conseil pour les débutants? Alors, pour les débutants, si tu me ramènes à 20 ans, début de carrière, moi je dirais il faut prendre du risque. Il faut clairement prendre du risque, il faut prendre de l'initiative. C'est vrai que quand on commence, on a choisi un emploi ou bien on a été recruté, on n'a pas nécessairement choisi où est-ce qu'on est tombé. On n'a pas non plus en fait les clés de la maison pour engager la société dans tel ou tel projet. Euh,
mais il faut se laisser aller. Il faut prendre tous les risques que vous pouvez prendre. Il faut avoir de l'initiative dans ce que vous faites. Euh, dans tous les cas, je veux dire, quand vous avez de l'initiative à l'intérieur d'une société, ça se remarque. Euh, et quand ces initiatives-là, en fait, échouent, euh, c'est un apprentissage. Quand ça réussit, c'est un succès. Et vous avez toute une carrière, en fait, devant vous pour capitaliser sur ce succès ou pour capitaliser sur ces apprentissages. Donc, c'est vraiment un win-win, en fait, de prendre de l'initiative quand on est jeune, en début de carrière. Et si c'était à refaire, moi, j'aurais été un peu plus fou. Super. Merci beaucoup, Joël. Même chose, mais pour des gens en cours de carrière cette fois-ci, des professionnels qui ont déjà quelques années derrière eux. Alors, oui, en cours de carrière, je crois que, il y a un point dont on a déjà discuté qui est l'apprentissage continu. Je crois que c'est absolument indispensable de continuer en fait à se mettre à niveau sur les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, euh, parce que bon, on est dans un environnement qui est tellement compétitif que à un moment, on ne peut plus en fait être à la page par rapport en fait à ce qui se passe si on n'a pas cet apprentissage continu là. Donc c'est un aspect que je pense totalement essentiel. Euh, un autre que je pense important, sur lequel moi-même j'ai été fautif pendant longtemps et je suis toujours parfois fautif, je pense qu'il est très important d'avoir un mentor. Euh, la réalité, c'est que on ne peut pas se placer à sa propre fenêtre pour s'observer passer dans la rue. Et donc, malgré, je pense, toute l'expérience qu'on a, toutes nos connaissances techniques et toute notre sagesse qu'on peut avoir, c'est important de pouvoir avoir le point de vue de quelqu'un qui nous observe parce qu'il y a certains blind spots qu'on ne peut pas voir et que, bon, qui sont totalement en fait visibles à ces observateurs-là. Ça, je crois que c'est un aspect qui est aussi extrêmement important pour l'évolution d'une carrière. D'accord, merci beaucoup. Apprentissage continu et chercher des mentors, essentiel. Merci beaucoup. Joël, un livre, est-ce que tu as un livre à nous recommander? Ah oui, alors moi, le livre que j'ai lu plusieurs fois, c'est How to Win Friends and Influence People, Excellent. Dale Carnegie. J'ai trouvé ce livre en fait juste magnifique. Ça remet vraiment en fait les relations humaines au centre de tout. Ça démontre vraiment que enfin au-delà de l'expertise, savoir traiter en fait avec les hommes est quelque chose qui va définir enfin le succès d'une initiative ou pas. Ça montre aussi, enfin, sous quel angle adresser ces relations humaines-là de la manière, en fait, la plus efficace. Et donc, ça, c'est un livre que je recommande vraiment. Super. Merci, merci Joël. Je souscris à ta recommandation. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire, vivante, pas vivante, peu importe? Moi, depuis, je pense, les années 2005, j'ai toujours été fasciné, en fait, par Elon Musk. Par ce qu'il fait, par sa capacité en fait à prendre du risque, à traiter des problèmes qui sont de dimension peut-être planétaire, parfois extraplanétaire. En tout cas, à traiter des problèmes qui sont au-dessus de l'intérêt direct de sa propre personne. Ouais. Sa capacité d'exécution en fait à travers tout ça. C'est un gars qui est euh, très convaincu de ce qu'il fait, qui travaille sur des, juste des questions enfin magnifiques, qui a un engagement et une détermination hors pair, qui a une intelligence exceptionnelle. Donc moi j'ai toujours été fasciné par ce gars-là et j'écoute toutes les interviews en fait que je peux trouver en fait de lui. Tu me dis ah bah tiens la semaine dernière elle a fait une interview ici, je suis le premier à aller écouter, tu vois c'est D'accord. ouais. Merci. Est-ce que tu as une citation?
Et j'avais une citation que j'avais collée sur mon écran d'ordinateur au bureau et qui était restée en fait sur mon écran pendant plus de 4 ans. La citation disait ça, c'était There are costs and risks to action, but they are far less than the long-range risk of comfortable inaction. Et je crois que c'est quelque chose de John Kennedy. Enfin, globalement, ce qu'il dit, c'est il y a des coûts et des risques à l'action, à l'activité, euh, mais ils sont bien moindres que les risques majeurs de l'inaction dans le confort. Et ça a beaucoup résonné en fait avec moi. J'avais gardé ça sur mon écran, donc ça me rappelait en fait tous les jours que je devais être capable en fait d'être dans un mode d'activité, dans un mode prise de risque, plutôt que dans un mode confort et assis. Euh, je crois même, enfin, ça a été repris. Ce que ça dit juste, c'est que, enfin, le plus gros risque, c'est de ne pas prendre de risque. J'aime beaucoup ton principe de dire je me mets dans un endroit que je vois tous les jours, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas si c'était le patron d'IBM, mais il y avait quelqu'un, je crois que je sais pas s'il était patron d'IBM, ou tu connais certainement le Think, tu vois, Think, là, donc pense. Et justement, il mettait ça sur son bureau, en gros, Think, tu vois. Quelque part, lui, son truc, c'est réfléchir. Et il challengeait Ouais. aussi son comité exécutif là-dessus. Comment on peut te suivre si tu veux qu'on te contacte? Quels sont les meilleurs moyens de le faire? LinkedIn, ça c'est facile. Facebook, je suis pas très actif. WhatsApp, je suis très actif. Joël, merci beaucoup. Je me suis régalé. Tu vois, on a le même âge, mais tu as un niveau de sagesse que j'apprécie vraiment. Tu vois, je pense que tu as une prise de recul, tu as une capacité à être enthousiaste, même quand il y a plein de turbulences. Et je pense que ça, c'est très exemplaire et ça aspirera à coup sûr beaucoup de gens qui, eh ben, comme toi, veulent faire une différence quelque part, tu vois. Et j'adore vraiment ce que tu fais, quelque chose de noble, tu vois, d'aller retourner dans ton pays pour essayer de faire en sorte que plus de gens soient finalement protégés des risques que toi, par ailleurs, tu promos en tant qu'individu, que tu promeus, pardon, en tant qu'individu, mais se dire quelque part, assurer plus de gens, le faire dans un contexte qui est particulièrement instable, mais tu serres les dents et tu y vas et tu le fais avec tellement d'enthousiasme que je pense que ça va donner envie à beaucoup de gens de s'inspirer de ton expérience. Merci beaucoup pour ton partage, j'ai adoré et je te dis à très bientôt. Merci Joël. Merci à toi, Jafar. C'est vraiment en fait un grand plaisir et à très bientôt donc. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.